Voilà, je me présente, je suis Marianne Pertuis-Ferland, je suis la directrice générale de la FEAS. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour souligner la Journée du travail invisible avec cette conférence passionnante sur l'économie féministe et le travail invisible. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à la présidente provinciale de la FEAS, Madame Lise Courteau, pour le mot d'ouverture. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette activité de la FEAS portant sur l'économie féministe et ses liens avec le travail invisible. Je tiens à souligner la précieuse collaboration de la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes dans la réalisation de cet événement. Le 27 mars dernier, nous avons procédé au dépôt des appuis de près de 2000 personnes et plus de 150 organismes ayant signé le manifeste pour la valorisation du travail invisible. Ce dépôt a été fait auprès de la ministre Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine. Une bonne discussion a suivi et nous avons constaté une ouverture vers une réelle reconnaissance. Depuis ce matin, nous avons plusieurs entrevues qui ont été réalisées avec les médias, ce qui nous semble très encourageant. L'important, c'est d'en parler, de sensibiliser et de mobiliser la population sur cet enjeu. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale. L'économie féministe propose une perspective révolutionnaire en remettant en question les fondements mêmes de l'économie traditionnelle. Elle met en lumière le rôle crucial du travail invisible, majoritairement effectué par les femmes, historiquement et culturellement assigné aux femmes, et son impact considérable sur le développement économique et social. Cet important travail contribue à la perpétuation des inégalités de genre et à la précarisation financière. En explorant ensemble les différentes facettes de l'économie féministe, nous aurons l'occasion de réfléchir aux moyens de transformer nos sociétés vers plus d'équité et de justice sociale. J'ai la conviction que vos contributions et vos réflexions nourriront un dialogue riche et constructif, porteur de changements positifs pour l'avenir. Je profite de cette occasion pour remercier Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, ainsi que M. Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région nord du Québec, pour leur appui financier dans le cadre de la Journée du travail invisible. Encore une fois, merci de votre présence à cette conférence enrichissante et inspirante. Je nous souhaite un bel échange sur ces enjeux et sur les moyens dont nous disposons en tant que citoyennes et citoyens pour contribuer à faire évoluer notre société. Enfin, je termine en vous souhaitant une bonne et belle journée du travail invisible. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Marie-Hélène. Bonjour, merci beaucoup pour ce mot d'ouverture. C'est ça, moi je suis Marie-Hélène, je suis à la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Donc, c'est à ce titre que j'ai été invitée pour vous parler aujourd'hui de l'économie féministe. Puis c'est intéressant parce que le travail invisible, en fait, fait partie intégrante de la critique qu'on peut avoir sur l'économie actuelle. Donc, c'est transversal dans le sujet, c'est vraiment parfait. Donc, la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, là, pour celles qui connaissent moins l'organisation, c'est comme l'antenne du Québec, l'antenne du Québec du grand réseau international de la Marche mondiale des femmes, qui, en fait, il y a des coordinations nationales un peu partout dans le monde. Donc, on a la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Puis, c'est ça. Dans le fond, au Québec, on regroupe les tables régionales des 17 régions administratives, les tables régionales des groupes de femmes et plein de regroupements dont la FEAS fait également partie parmi nos membres.
Je veux tout de suite jeter les bases sur le fait que je ne suis pas une experte, une économiste, loin de là, je suis une militante d'abord et avant tout. Mon rôle, qui s'inscrit également dans l'approche au niveau de la Marche mondiale des femmes, c'est de vulgariser, c'est de tenter d'avoir une approche d'éducation populaire. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile dans un format conférence, mais vers la fin, ça se peut que je vous interpelle pour des petites questions, mais ayez pas peur, là, ça va être bien simple, mais quittez pas avant. Donc, c'est ça, tu sais, on a vraiment une approche un peu plus d'éducation populaire. Fait que ça va être une présentation d'à peu près 1 heure et quart, on verra, là, je vais faire le test avec vous. Puis vers la fin, il y aura une période de questions. Par contre, si jamais il y a des moments durant la présentation, il y a quelque chose que j'ai dit qui n'était pas clair, donc des questions de clarification, je vous invite à les nommer, soit dans le clavardage ou en levant votre main. Mais je ne répondrai pas aux questions qui vont amener à de l'approfondissement parce que ça se peut que j'y revienne. Et à la fin, ce serait vraiment dédié à l'approfondissement, dans le fond. Voilà. Fait que, dans le fond, les objectifs, en fait, je vais vous présenter les objectifs un peu là, que j'ai ciblés avec vous. Laissez-moi partager mon écran. Donc, comme ça, là, vous allez voir ma photo pendant 2 petites secondes. Et voilà. Donc, au niveau des objectifs, je veux qu'on situe en fait l'économie féministe, donc l'alternative de l'économie féministe telle qu'elle est proposée par le mouvement de la Marche mondiale des femmes. Puis pour bien comprendre cette alternative-là, je n'ai pas le choix de vous présenter la Marche mondiale des femmes parce que ça permet, en approfondissant la Marche mondiale des femmes, on comprend d'où vient cette perspective-là, cette alternative-là. Puis ça nous amène à comprendre pourquoi, en fait, qu'on la propose, puis à quoi qu'elle permet de répondre. Puis là, je donne déjà un indice, là, mais dans le fond, ça va nous amener à identifier les causes de la pauvreté, la pauvreté des femmes, les causes des violences à l'égard des femmes. Donc, en identifiant les systèmes d'oppression, les systèmes capitalistes, patriarcales, colonialistes et racistes. Troisième objectif, c'est introduire aux bases de l'économie féministe. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte, donc puis en moins d'1 heure, on n'aura pas la chance d'aller au maximum de la compréhension, du moins de l'éventail des possibles. Donc, ça se veut surtout une présentation introductive. C'est ça se veut surtout une présentation introductive, mais il y aurait tant à dire si on souhaitait approfondir dans une autre démarche. Puis évidemment, comprendre le rôle du travail invisible dans l'économie. On ne peut pas passer à côté en raison de la journée d'aujourd'hui, mais également en raison du thème que l'on aborde. Donc, c'est ça, aujourd'hui, juste pour camper comme il faut, je ne vais pas vous présenter une recette toute faite comme d'un projet de société qu'on pourrait repartir chez soi et dire, OK, voilà ceci, c'est comme ça qu'on va continuer le monde aujourd'hui. Malheureusement, ça, c'est à bâtir, c'est à créer. L'économie féministe, telle que je vous la présente, c'est vraiment l'alternative qui a été réfléchie par la Marche mondiale des femmes. Donc, il y a différentes manières aussi de se l'imaginer, tout ça. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est surtout pour nous offrir des outils d'analyse, pour nous permettre d'être critiques quand il y a un nouveau projet de loi, par exemple, d'être critique quand il y a un projet sur lequel on investit socialement comme collectivité, d'être critique. En fait, c'est ça, d'avoir une critique tant dans nos relations humaines qu'à l'échelle plus sociétale. Fait que c'est une lunette d'analyse que je vous dirais qu'on présente. Puis, comme je mentionnais, c'est quelque chose qui a été beaucoup réfléchi au sein du réseau de la Marche mondiale des femmes, mais on ne pourrait pas appliquer, par exemple, ça a été beaucoup développé avec les femmes en Amérique du Sud, mais on ne pourrait pas appliquer leur modèle au Québec. Il y a quelque chose qu'on aura à construire comme société et je pense qu'on fait une belle démarche aujourd'hui en s'approfondissant, en se donnant des outils pour pouvoir l'approfondir, puis se l'approprier dans notre propre réalité du Québec. Donc, la raison pour laquelle je fais le détour, je vous l'ai un peu dit, c'est pour comprendre
pour comprendre les fondements. L'approche que je vous présente, c'est une approche qui est développée par la Marche mondiale des femmes, mais également par ses alliés, comme les Amis de la Terre, le réseau international, désolé, mon accent anglais, le Grassroots Global Justice, que j'aime appeler GGJ, beaucoup plus court et facile à dire. Donc, différents regroupements internationaux qui se sont mis ensemble pour réfléchir à ça. Ah oui, j'ai oublié la Via Campesina aussi, qui travaille beaucoup avec les femmes qui travaillent pour la souveraineté alimentaire, donc tout le monde agricole. Fait que c'est comme je vous ai dit, ben, il faut comprendre un peu d'où vient cette alternative-là. Il faut comprendre la vision qui est derrière. Fait que, première question que je vous renvoie un peu à main levée, je voudrais savoir parmi vous qui connaît la Marche mondiale des femmes. Là, je ne vois pas tout le monde, mais je vois des mains levées, c'est très bien. OK, parfait, parfait, parfait. Marie-Hélène, excuse-moi. Oui, On a une question dans le chat. Est-ce que ça va être possible d'envoyer le PowerPoint après la présentation aux participantes et participants? oui, Oui, je super. m'attendais à cette question-là. Je m'étais dit que je le dirais, puis j'ai oublié de, de le faire. Mais oui, ça pourra. Après, je crois que j'ai pas beaucoup de contenu sur les visuels, mais ben, de contenu écrit, mais ça me fera plaisir de vous le partager. Parfait, merci. Parfait. Donc, ben c'est ça, il y a beaucoup de mains levées. Merci beaucoup. Puis qui, par exemple, a déjà participé à un événement de la Marche mondiale des femmes? Là, on pense à une grande marche, par exemple. Là, il y a des mains qui sont restées. J'imagine que c'est les mêmes personnes. Merveilleux. Ben, c'est ça. Là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes, c'est merveilleux, qui connaissent la marche, mais je veux quand même me permettre de dire deux, trois petits mots à ce sujet-là. Euh, Donc, ben, la Marche mondiale des femmes, hein, petit historique très rapide, là, parce que vous êtes plusieurs à connaître, ben, elle a été créée suite à l'initiative, suite à la grande marche du Pain des Roses qui a eu lieu en 1995, où des femmes ont marché pendant 10 jours de Montréal à Québec. En fait, suite justement au succès de cette mobilisation-là, les femmes se sont dit, hey, on n'arrête pas là, on n'arrête pas là, on va rejoindre d'autres personnes, il faut faire quelque chose de mondial. Puis, il y avait cette idée-là que la prochaine serait mondiale. Puis ça se créait, c'était aussi dans un contexte où ben, on se rendait compte que pour améliorer les conditions de vie des femmes, interpeller les États, comme notre État, le Québec, par exemple, ou le Canada, c'était pas suffisant. Il y avait des grands joueurs en arrière qui ont beaucoup d'influence, comme les banques mondiales, tous les accords de libre-échange qui est en train de se créer, le Fonds monétaire international. Tu sais, des gros morceaux qui influençaient nos propres gouvernements. Donc, si on voulait réfléchir à améliorer les conditions de vie des femmes, il fallait viser plus largement. Il fallait créer un mouvement de résistance beaucoup plus large, beaucoup plus grand pour avoir justement une résistance féministe mondiale. Parce que les défis étaient mondiaux, donc il fallait une résistance mondiale. Il y avait déjà aussi comme près des années 2000, il y avait comme beaucoup de courants altermondialistes qui étaient en train de se créer, mais il n'y en avait pas qui étaient avec cette perspective féministe-là. Donc, c'est de là qu'est créé un peu la marche, ben, qui s'est créée la Marche mondiale des femmes. Fait qu'en 1998, il y a eu une première rencontre internationale. Donc, les militantes, après 1995, après la marche du Pain des Roses, se sont dit, OK, on fait aller nos contacts, puis on va en parler. Elles ont réussi à rejoindre des femmes d'un peu partout dans le monde. Donc, en 1998, se sont rencontrées pour une première rencontre internationale à Montréal. Et ça a jeté les bases qu'en 2000, il y avait la première marche mondiale des femmes avec comme thème 2000 bonnes raisons de marcher. Puis, ben encore là, hein, la motivation des féministes, elle est là. En 2000, ben, ça n'allait pas s'arrêter là. Donc, l'expérience s'est poursuivie en 2005 avec une Charte mondiale des femmes pour l'humanité que je pourrais vous partager les liens vers la fin de la présentation. Puis après ça, ben, l'expérience s'est répétée aux 5 ans. Donc, 2005, 2010, 2015, 2020, je vous présente des photos. Ça, c'était des photos en 2000 et des photos des années qui ont suivi. Donc, la prochaine, si on fait le compte, c'est en 2025, ce qui veut dire l'année prochaine, ça s'en vient très bientôt. C'est ça, donc un grand événement aux 5 ans. Ceci dit, excusez-moi, je vais arrêter mon partage d'écran pour
Oh, j'ai perdu le bout où ce que je faisais l'arrêt de partage. OK, parfait. Je trouvais plus mon bouton. Donc, c'est ça. J'ai la Marche mondiale des femmes, on la connaît beaucoup comme ce grand événement-là qu'il y a aux 5 ans, mais c'est plus que ça. C'est aussi, c'est surtout et aussi un mouvement. Un mouvement qu'on dit transnational féministe, comme je disais tout à l'heure. C'est un mouvement qui porte des valeurs de justice, de solidarité, de liberté, de paix. Un mouvement qui fait que quand on se mobilise au nom de la Marche mondiale des femmes. Puis c'est aussi un mouvement qui est organisé, qu'on dit de la base jusqu'à l'international. Donc, c'est un vaste réseau de femmes de partout dans le monde qui luttent pour des causes communes, puis des projets communs, dans le fond. Fait que tantôt, je pense, ben, ça a été dit dans le mot d'introduction, puis j'ai aimé ça, tu sais, que l'approche de l'économie féministe, c'est une approche qui est révolutionnaire. Effectivement, parce que la Marche mondiale des femmes, pour lutter contre la pauvreté et la violence, qui sont comme ces deux grands piliers depuis les débuts, a des visées de transformation sociale. Donc, ne vise pas seulement à faire des petites réformes pour patcher, excusez l'anglicisme, mais pour venir remédier à certains problèmes, comme a vraiment une visée de transformation sociale. Puis c'est dans cette perspective-là que s'inscrit l'alternative de l'économie féministe, vraiment avec cette vocation de transformation sociale. Puis, ça me fait beaucoup penser au thème de la marche qui avait été choisi, qui est Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. Ce thème-là est encore plus d'actualité, puis je ne peux pas m'empêcher de glisser un mot que je pense particulièrement en ce moment aux femmes palestiniennes, par exemple. Quand on pense à Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche, c'est un mouvement de solidarité qui est international. Puis, là, je vais faire le lien. C'est ça. Oui, c'est ça, exact. Donc, ça s'insère, comme je disais, l'économie féministe s'insère dans cette logique de transformation-là. Puis, c'est une alternative qui a été mise de l'avant, qui a été réfléchie parce qu'on veut répondre aux multiples crises. Fait qu'on pense aux crises, crise de soins, au Québec, on parle beaucoup de la crise du logement, on parle de crise climatique, crise environnementale. Donc, c'est vraiment une alternative qui vient tenter de répondre aux multiples crises qu'il y a. Puis quand on regarde, bien, qui sont les responsables de ces crises, bien, c'est là qu'on arrive avec, avec des causes qui sont communes. Puis c'est ça qui rallie beaucoup le réseau de la Marche mondiale des femmes, c'est que c'est sur les causes communes, puis c'est là qu'on cible, puis je l'avais noté dans les objectifs, mais qu'on cible les systèmes d'oppression. Et là, je vous remets le partage d'écran. Ah, j'espérais que ça allait continuer où est-ce que je t'ai rendu. Alors, désolée de passer rapidement. Donc, les systèmes d'oppression, je ne vais pas les définir complètement. Là, j'aimerais comme garder le temps pour autre chose plus tard. Mais en fait, ce que je veux qu'on retienne, c'est que ces systèmes d'oppression-là, ben, sont liés. C'est un peu ça que j'ai tenté de faire avec le schéma, là, c'est qu'ils s'imbriquent ensemble, puis que c'est difficile, on ne peut pas les isoler. En fait, c'est l'idée de dire que le capitalisme fonctionne avec le patriarcat, le colonialisme et le racisme. Puis je vais tenter de vous l'illustrer là, dans les prochaines minutes. Donc, ces systèmes-là d'oppression sont à la base, en fait, des inégalités qu'on observe dans le monde actuel. Puis pourquoi qu'on parle des systèmes d'oppression? C'est parce que ces systèmes-là, ils influencent puis définissent nos rapports sociaux, donc nos rapports qu'on a avec les autres. Quand on fait partie d'un groupe social, par exemple, moi, comme femme blanche, comme femme, puis comme femme blanche également, bien, on est influencé par les différentes institutions. Tu sais, j'ai été influencée par l'école où je suis allée, par ma famille, j'ai été influencée par les emplois que j'allais choisir. Donc, le fait d'appartenir à un groupe social a fait que j'ai été influencée à prendre certaines directions plutôt que d'autres. Ça a influencé les options que j'avais, qu'on m'offrait, puis par conséquent, bien, ça a influencé les choix que j'ai faits dans ma vie. Ça a donc influencé le travail que j'ai fait, donc le travail qu'on choisit de faire ou pas. En fait, c'est là que la notion de choix est intéressante parce que
l'économie l'économie actuelle a cette tendance à penser qu'on est libre de faire nos choix, mais dans les faits, en raison du système dans lequel on vit, ben, les options qu'on a ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et donc, comme je dis, ça influence, ça influence les options qu'on a, puis ça influence qui va faire tel type de travail, puis la valeur qu'on va accorder à tel type de travail. Puis c'est là qu'il est intéressant de parler de la division sexuelle du travail. Mais juste avant de parler du travail au sens large, j'aimerais qu'on prenne quelques temps pour définir. Là, il y a beaucoup de textes, là, je ne vais pas tout vous lire ça. Mais en gros, ce que je veux juste canner tout de suite, c'est que quand je parle de travail, je fais référence à cette définition très large. Donc, j'inclus l'emploi comme l'emploi salarié, mais j'inclus également le travail invisible. Puis qu'est-ce qu'on entend par travail invisible? Bien, ça, la FEAS fait un grand travail de vulgarisation puis d'explication de c'est quoi le travail invisible. Mais en gros, si je tente de résumer, en fait, ça comprend, en fait, comme tout le travail, le travail invisible, c'est du travail non rémunéré ou faiblement ou très peu rémunéré. Ça comprend tout le travail, les tâches domestiques, de soins, la charge mentale, des services qu'on peut faire, des soutiens psychologiques, par exemple. Puis ça qu'on fait à des membres de notre famille, des amis, des voisins, des voisines, des membres de la communauté. Puis ça se produit dans des contextes, par exemple, de proche aidance ou dans des entreprises familiales, par exemple, l'entreprise du conjoint ou de la conjointe, dans des stages qui ne sont pas rémunérés, puis souvent, c'est des stages qui sont dans des emplois à prédominance féminine. Donc, vision, c'est comme aspect très large. La FEAS a plein d'outils, d'ailleurs, qu'on va vous partager à la fin là, sur le travail invisible, sur ses définitions. Mais on va continuer je vais continuer durant la présentation à faire référence au travail invisible parce que je vends déjà un punch, là, mais c'est à la base, en fait, de l'économie actuelle. L'économie actuelle ne fonctionnerait pas sans le travail invisible. Voilà. Donc, la société actuelle, dis-je, l'économie, en fait, est basée sur l'idée, comme je mentionnais un petit peu tout à l'heure, là, que c'est ce qui dicte le fait qu'on va vers un emploi plus qu'un autre, ben, c'est nos intérêts individuels. La société actuelle pense que qu'on est libre de nos choix, puis qu'on a un peu toute la même égalité des chances. Mais ça, c'est très théorique parce que euh, dans les faits, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça que de vouloir améliorer ses conditions de vie, par exemple. C'est pas tout le monde qui part à même place dans la société. Comme je mentionnais tout à l'heure, ben, il y a un système de valeurs qui provient du système dans lequel on baigne. Puis ce système de valeurs, on le prend un peu pour acquis. Puis c'est ça qui va dicter, par exemple, que tel type d'emploi vaut plus qu'un autre type d'emploi. Par exemple, j'ai essayé de sortir des exemples, mais mettons, un directeur d'école, ça vaut plus comme emploi qu'une enseignante. L'enseignante qui travaille avec les enfants comme pour l'avenir, par exemple. Ou tel type d'emploi doit être rémunéré alors qu'un autre, moins ou pas du tout. On pourrait penser à une personne, je ne sais pas, qui est comptable versus une personne qui est adjointe administrative. Ou on pourrait même penser à une personne qui fait un stage moi, je me rappelle toujours de mon frère. Mon frère faisait un stage en ingénierie et moi, je faisais un stage en travail social. Devinez qui était payé puis qui ne l'était pas pendant son stage. Donc, c'est ça, tu sais, il y a dans le système, on a pris pour acquis que c'était normal, que c'était naturel, mais ça, c'est à cause que ça vient justement d'idées préconçues, mais ça, c'est pas objectif. En fait, ça vient d'une construction sociale. Où, tu sais, tel type d'emploi, par exemple, doit être effectué par tel groupe social. Puis là, mettons les hommes. On a longtemps pensé que le travail de police, par exemple, devait être un métier d'homme parce qu'il faut être fort physiquement. Alors qu'aujourd'hui, en fait, en tout cas, j'espère que dans les corps de travail des policiers, ils n'ont pas à user de leur force constamment. En tout cas, je serais un peu troublée de savoir que c'est ça le plus important dans leur tâche. Et aussi, ben, il y a plein d'autres
il y a plein d'outils disponibles, de techniques qui existent, qui fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'utiliser la force. Donc, c'est aussi encore une idée préconçue qu'il faut que la valeur de la force physique, en fait, il y a une plus grande valeur à la force physique que d'autres types de forces comme de la bienveillance, d'avoir de l'écoute active, par exemple, d'être accueillante, des compétences qu'on ne reconnaît pas, puis même dans des emplois, des fois, justement, où ce qu'on est sensibilisé, mais des compétences qu'on ne reconnaît pas nécessairement quand on travaille dans un organisme communautaire et le fait qu'une personne vienne. Tout c'est des compétences d'être accueillante. C'est quelque chose qui a été appris, c'est pas quelque chose qu'on est né avec nécessairement. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris. Puis ça, ben, on a invisibilisé beaucoup ce type de compétences-là parce qu'on a dit, ben c'était inné. On a un peu considéré que c'était quand on est une femme, ben on vient avec ces compétences-là. C'est dans notre code génétique. Évidemment, là, je n'y crois pas, je n'appartiens pas à ce courant de pensée-là. Mais c'est ça, on a dévalué ce genre de compétences-là qui étaient de la bienveillance, par exemple de la bienveillance, de l'écoute et tout ça. Fait que dans un monde idéal, je reviens avec la présentation, dans un monde idéal, ben, il y aurait pas, ou dans un monde idéal où on n'aurait pas de système de pression, ben, on n'aurait pas de distinction on n'aurait pas de distinction entre les sexes, on n'aurait pas de distinction de genre, on n'aurait pas de distinction entre le type de valeur. Mais dans le monde actuel, ben, je vous ai parlé tout à l'heure de la division sexuelle du travail, ben, c'est là qu'on parle de la division. Dans la société actuelle, on remarque la séparation entre les emplois pour hommes et les emplois pour femmes. Fait que c'est ça un peu la division sexuelle, c'est d'abord une séparation. Donc là, c'est là qu'on voit aussi, j'ai essayé de sortir des images là, qui ressortaient des emplois à prédominance masculine, puis des images d'emplois à prédominance féminine, mais aussi des images de travail invisible, tu sais, où ce qu'on réfère encore là au travail domestique et de soins. Donc, il y a une séparation. Puis, on l'observe quand on regarde les statistiques, ce sont les femmes qui accomplissent encore davantage ce type de travail-là, le travail non rémunéré. Puis, dans la division sexuelle du travail, ah oui, d'ailleurs, je l'ai mentionné au niveau de la séparation en termes de quand on regarde les familles, c'est un chiffre qui m'épate. J'ai été tombée dessus il y a quelques années, puis ça m'impressionne encore chaque fois là, quand je l'ai révisé aujourd'hui. En fait, c'est des données de 2016. Il y a 9 familles sur 10 où en fait, pour les familles où il y a un seul revenu dans le ménage, en fait, il y a 9 familles sur 10 que c'est une femme, en fait, qui est au foyer. Donc, c'est beaucoup encore. Puis ça, quand on sait ça, on se doute qu'il y a beaucoup de travail invisible qui est effectué. On invisibilise, on va comptabiliser, par exemple, le travail qui est effectué par le conjoint ou la conjointe sur le marché du travail, mais pas nécessairement le travail qui est effectué au sein du foyer. Il y a une main, j'imagine, c'est une question de clarification. Oui, allez-y. Oui, désolé. C'est juste pour comprendre, c'est bien 2010, vous avez dit, la statistique? 2016. 2005, OK, merci beaucoup. Oui, malheureusement, c'est encore très récent. Donc, dans ce principe organisateur-là de division sexuelle du travail, il y a la séparation, mais il y a également ce qu'on appelle la hiérarchisation. Donc, le fait que non seulement on a séparé les emplois pour hommes et pour femmes, on a hiérarchisé. Donc, les emplois à prédominance masculine ont une plus grande valeur sociale, on accorde une plus grande connotation, plus grande valeur de reconnaissance, une plus grande rémunération. Souvent, ça va être des implications ou des emplois qui vont avoir plus de pouvoir. C'est président de CA, des postes de ministre pour tel type de ministère, premier ministre et tout ça. Alors que les emplois à prédominance féminine et le travail à prédominance féminine, ben, va avoir moins cette reconnaissance-là. Donc, c'est vraiment cette idée de hiérarchisation quand on parle de division sexuelle du travail. Puis quand on regarde, fait que là, c'est là aussi qu'on va voir qu'on retrouve davantage de femmes dans des domaines de santé, de soins, d'éducation. Puis, juste, encore là, je reviens avec une autre donnée, mais quand on regarde les femmes qui ont
au Québec, un poste de gestion ou de cadre supérieur, en fait, il y a 30 des femmes, pas 30 des femmes, mais 30 des postes de gestion et cadre supérieur qui sont occupés par une femme. Donc, il y a encore justement de la difficulté dans la culture actuelle à ce que des femmes atteignent des postes de pouvoir c'est ça, des postes de pouvoir. Puis quand on regarde aussi que le temps occupé au travail invisible et de soins, en fait, travail domestique et de soins, quand on regarde tout le temps qui est occupé à ces travaux-là, bien, c'est sûr que ça devient difficile après ça pour augmenter les échelons salariales, par exemple, pour améliorer, mais en fait, pour investir du temps dans d'autres projets qui pourraient permettre d'améliorer les conditions de vie, parce que ça limite le temps, en fait, disponible, mais ça limite également l'énergie disponible. Puis à ça, ben, on va parler aussi beaucoup au sein de la marche, on ramenait ce concept-là, mais on parle de la division sexuelle du travail, il y a eu ce concept d'ajouter par les femmes de la division sexuelle et raciale du travail. Parce que là, quand on regarde parce que les femmes ne sont pas égales entre elles, mais on regarde dans les emplois ou travail domestique non rémunéré, bien, ça va être surtout des femmes immigrantes et racisées qui vont occuper ces emplois-là. Donc, des emplois qui sont encore qui sont au bas de l'échelle, qui n'offrent pas de sécurité d'emploi nécessairement ou des conditions de travail plus difficiles. Puis, quand on regarde encore là aussi tout le travail invisible en fait, ces femmes vont être surreprésentées dans le travail invisible parce que, par exemple, des femmes immigrantes vont devoir, en plus du quotidien qui est occupé de faire davantage de travail invisible, je penserais par exemple à de la francisation, à remplir des formulaires, inscrire les enfants, carnet de santé ou à l'école, par exemple. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on ne voit pas qui est fait également en fait, qui est effectué, qui n'est pas reconnu, puis qui implique justement pour avoir une place dans la société, entre guillemets. Puis c'est là aussi, tantôt, je parlais des systèmes de pression, mais on voit bien cette imbrication-là. Tu sais, c'est difficile de dissocier patriarcat puis capitalisme quand on voit en fait, c'est là qu'on voit cette imbrication-là, parce que sinon, on n'a pas seulement une séparation entre les emplois pour hommes et pour femmes, on a cette hiérarchisation où des emplois du travail vont valoir plus que d'autres. Donc, c'est ça les liens avec l'imbrication des systèmes. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Merveilleux, merci pour hocher la tête. Puis ça, on peut transposer ça à l'échelle internationale, où on va parler du marché du travail mondialisé. J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure quand je vous ai parlé de le contexte dans lequel la Marche mondiale des femmes était née. Actuellement, notre système économique dépend de ce marché d'un marché qui est mondial. On a délocalisé de la main-d'œuvre pour aller dans des endroits où les normes étaient moins élevées, pour aller des endroits où les normes environnementales, mais également les normes, je cherche mes mots, en tout cas, les conditions de travail étaient moins élevées, qui étaient moins coûteuses. Puis ça, bien, en fait, c'est important d'y réfléchir parce que quand on regarde d'où proviennent nos biens et services, surtout nos biens, d'où proviennent nos biens, dans quelles conditions, dans quelles normes ont été effectués, ça nous amène à comprendre qu'on est lié avec les personnes dans toutes les régions du monde, les ouvriers et les ouvrières dans toutes les régions du monde. Puis souvent, en tout cas, là, c'est sûr que l'image utilise des machines à coudre, c'est vraiment dans un contexte où on parlait beaucoup de l'industrie du textile. Ben, c'est les femmes qui sont majoritairement des ouvrières dans ces compagnies-là. Fait que on regarde les vêtements que l'on porte et tout ça, c'est important de se rappeler ces liens-là qu'on a avec les femmes partout dans le monde. Fait qu'en gros, ben, l'économie actuelle dépend de ce marché ce marché-là qui est mondialisé. Mais surtout, ce qui est à retenir, c'est que l'économie actuelle dépend du travail invisible et faiblement rémunéré des femmes, sans quoi il ne tiendrait pas. C'est ça, il ne tiendrait tout simplement pas. Les femmes et les filles dans le monde réalisent plus du 3/4 du travail de soins et non rémunéré. Donc, c'est quand même à considérer. Fait qu'en d'autres mots, l'économie est basée sur des inégalités.
qui m'amène à vous parler d'économie féministe. Je vais juste vérifier que je suis dans mes temps. Hey, je suis pile dans mes temps. C'est merveilleux. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, le système actuel, le système économique actuel, ce qu'on consomme, la manière qu'on attribue, donc, c'est ça, donc la manière qu'on attribue les prix, donc le salaire, mais pas seulement, les prix aussi de ce qu'on consomme, ben, ça a été influencé par un système de valeurs qui profite encore davantage aux hommes, aux grosses entreprises, aux multinationales notamment. Puis ça, ben, ça a été ces valeurs-là, ces valeurs-là ont été justifiées en disant que, ben, il y avait d'un côté le travail productif, puis d'un autre, le travail qu'on disait reproductif. Donc, le travail productif, il avait été associé au travail des hommes, puis le travail reproductif au travail des femmes. Donc, par exemple, d'un côté, le travail productif qui, lui, crée de la richesse, puis de l'autre, le travail reproductif, comme travail domestique et de soins, bien, lui, qui ne générait pas de richesse. Puis dans le travail reproductif, évidemment, c'est là qu'on inclut ce beau processus-là d'invisibilisation du travail des femmes. Évidemment, on ne tient pas compte, en séparant productif et reproductif, on a aussi séparé le travail productif est sur le marché du travail et le travail reproductif est dans les foyers. Il y a vraiment souvent cette dualité-là dans le système économique actuel où on sépare en deux. Puis quand on fait ça, quand on met, on regarde pas le travail, mais justement, il est invisibilisé, mais quand on met tout dans un grand bassin le travail reproductif au foyer, ben, on ne tient pas compte de comment le travail est divisé entre les personnes qui subvient aux besoins. Souvent, on pensait à la personne qui a un emploi, qui ramène de l'argent, puis c'est celle-là qui subvient aux besoins, mais alors qu'il y a plein de travail qui est accompli dans le foyer pour subvenir aux besoins de la famille. Puis devant cette idée-là de travail reproductif qui n'était pas producteur de richesse, bien, les féministes ont dit hey, wow, attends une minute. Parce que c'est pas vrai que le travail reproductif ne génère pas de richesse. Puis ça fait partie de la très grande critique, si on veut, là, au niveau de l'économie féministe. Puis je vous ai mis deux petites citations que je trouve quand même intéressantes, ben, qui réfèrent, c'est ça, la première, c'est la séparation entre le monde productif et reproductif. Puis encore là, j'oublie ce qu'elle dit. Oui, c'est ça. C'est la fausse compréhension de l'autonomie du monde économique et du monde social dans lequel des différences marquées sont établies pour les différents secteurs économiques. C'est ça. Dans le fond, c'est cette séparation-là, mais qu'en plus, elle ne tient pas compte des autres différences qu'il peut y avoir au sein de la société. Mais j'aime beaucoup la deuxième où ce qu'on dit le mot economicus, en fait, comme la personne économique actuelle, est conçue avec tous ses besoins de soins couverts au détriment du travail non rémunéré de sa mère, de sa sœur ou de sa femme. C'est ça que je veux dire quand je dis, par exemple, c'est pas vrai que le travail reproductif ne produit pas de richesse. En fait, parce que pour en arriver à être en mesure, par exemple, d'occuper un emploi ou d'aller sur le marché, d'arriver sur le marché, bien, il y a eu un processus en arrière qui a permis de répondre à des besoins pour arriver sur le marché. Puis il y a un processus par la suite pour être capable de régénérer l'être humain, répondre à ses besoins et tout ça. Fait que là, par exemple, tout ce qui est nettoyage, ménage, nourrir, prendre soin, d'être en écoute. Fait que c'est comme si, justement, on arrivait toujours tout frais, tout beau, prêt à produire de la richesse, alors qu'il y a un processus en amont, puis il y a un processus en aval. Puis on pourra faire les liens tout à l'heure, justement, avec comment on a un peu la même perception quand c'est question d'avoir un impact sur l'environnement. C'est quand on considère les ressources. Mais ça, je vais revenir plus loin, je ne veux pas trop mélanger les choses. Donc, voilà. Puis, j'ai prévu une petite activité, en fait, pour prendre une pause de parler, mais surtout pour un peu intégrer ça. Puis, comme je sais que beaucoup d'entre vous sont membres de la FEAS, bien, vous avez une certaine expertise qui va être le fun à
à mettre en commun, en fait, là, comme toute cette intelligence collective-là. Fait que dans le fond, j'aimerais ensemble, puis vous pourrez, je vais avoir un lien dans le clavardage, mais ensemble, j'aimerais ça qu'on regarde des exemples d'activités invisibles qui permettent de soutenir l'économie. Fait que Marianne a mis un lien dans le clavardage. En gros, ça va vous ouvrir une fenêtre avec la question que je vous pose. Puis ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire des exemples d'activités qui permettent de soutenir l'économie, que dans le fond, sans ça, le marché ne tiendrait pas. Fait que là, on peut penser, par exemple, à du travail invisible, à des tâches qui sont rémunérées, par exemple, sur le marché de l'emploi, mais qui ne le sont pas quand vous le faites au foyer. Fait que le lien est dans le clavardage, fait que je vous invite à y répondre. Puis moi, en même temps, je vais ouvrir la fenêtre pour pouvoir voir ces réponses-là. Puis ça va faire ce qu'on appelle un nuage de mots. Et si je mets ça ici, fait que je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Ben, quelques minutes. Ça ne devrait pas être très long. Oh, ça commence à rentrer. Je vais faire un petit partage. Le lien serait où? Dans le clavardage, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est pour avoir accès au clavardage. C'est en bas de votre écran. Vous devriez voir une bulle de texte, là, chat ou clavardage. Si vous appuyez là-dessus, vous devriez avoir le lien. Sinon, dans plus, il y a trois petits points, là, puis vous allez avoir clavardage ou chat. Je Non, le vous pouvez mettre. renvoie, peut-être que vous allez avoir une petite bulle qui va apparaître là. Sinon, vous pouvez mettre vos réponses dans le clavardage, puis je pourrais les ajouter au lien. Mais c'est tellement magnifique ce que ça fait, c'est incroyable. Ben, je vais commencer à intervenir un peu sur les réponses qui sont là, puis il y en a beaucoup plus que je m'attendais. J'avais comme une crainte qu'on ne participe pas, donc c'est parfait. Donc, c'est ça. Là, vu que ça bouge toujours, j'arrive pas à voir. Donc, je vois beaucoup soins aux enfants, faire du bénévolat, cuisiner, faire son triage à la source. Oui, je suis tellement d'accord. Faire un potager, jardinage, s'occuper des animaux. On a faire les achats, faire les commissions, exactement. Faire du bénévolat, s'impliquer dans le communautaire. On a faire des références, prendre des rendez-vous, du soutien émotionnel, j'aime ça. Réparer des vêtements, oui. Ça, on l'a dit. Oui. J'ai fait du compost, je voulais l'inscrire, mais j'ai pas pris le temps. Nettoyer la maison, exactement. La lessive. Ça bouge toujours, c'est drôle. Donc, c'est magnifique. Donc, c'est plein d'exemples. Là, je vous l'ai mis en partage d'écran pour que vous puissiez voir l'évolution. Mais c'est plein d'exemples de tout ce qui est effectué, souvent sur une base quotidienne, pour prendre soin de vos proches, de la collectivité, mais également de l'environnement, en fait. Puis c'est vraiment comme dans cette perspective-là, beaucoup plus large que je l'amène. Puis il y a beaucoup quand on regarde dans ces tâches-là, il y a beaucoup d'éléments qui, s'ils sont effectués sur le marché du travail, le marché de l'emploi, c'est-à-dire, vont être rémunérés alors qu'ils ne le seraient pas s'ils sont dans le foyer. Puis c'est là, par exemple, que je ne sais pas si j'ai fait des sandwichs pour mon foyer, ben c'est sûr que mon conjoint, quand il va aller travailler, il n'aura pas besoin d'aller chercher un sandwich si je l'ai déjà fait. Mais si, par exemple, je n'ai pas fait de sandwich, puis lui non plus, ben, il n'y aura pas le choix d'aller payer pour un sandwich. Fait que, alors que là, c'est la même tâche, celle de faire le sandwich, c'est la même tâche, mais il y en a une qui est invisibilisée alors que l'autre ne l'est pas. Puis il y en a une qui est comptabilisée dans le produit intérieur brut, alors que l'autre ne l'est pas. Donc, toute la notion du PIB. Il y a aussi, je ne sais pas si j'en ai vu parce que c'est rendu petit, là, mais il y a aussi toutes les aides sur les entreprises. Je pense que je l'ai vu. Les aides, en tout cas, dans les entreprises familiales, par exemple, l'entreprise du conjoint ou de la conjointe, sur la ferme, par exemple, ma famille a une érablière, donc le travail qui est fait
dans le domaine de acéricole ou, par exemple, puis juste un classique, mais ma mère va donner beaucoup de son temps au niveau de la comptabilité, va donner beaucoup d'heures. Et moi également, quand je vais y aller, je vais donner un coup de main à l'entreprise familiale. Donc, il y a aussi ça qui est effectué. Puis, ça, je voyais, ça, c'est une donnée que j'ai eue grâce à la FEAS, mais le tiers des conjointes de producteurs agricoles travaillent le tiers des conjointes de producteurs agricoles qui travaillent dans des entreprises comme agricoles, là, que ce soit à temps plein ou temps partiel, le font sans rémunération ou sans part dans l'entreprise. Fait que c'est quand même beaucoup. Euh, Puis il était mentionné qu'au Québec, ça représente environ 108 millions de dollars. C'est intéressant aussi à le mettre en termes de chiffres quand on parle d'économie féministe. Sinon, un autre élément, là, puis je pense qu'on leur sortit comme aider nos proches, soins à nos proches. Ben, tu sais, il y a 85% des soins aux aînés qui sont actuellement assurés par des personnes proches aidantes. Ça, c'est une grande économie pour la société québécoise d'avoir cette implication-là. Puis c'est important de se le rappeler. Euh, Puis, tu sais, quand je vous présente ces informations-là, je n'entre pas dans la solution de savoir est-ce qu'il faut rémunérer ou pas ce type de travail-là. Je pense aujourd'hui, ce que je veux surtout qu'on retienne, c'est cette idée-là d'analyse, puis de voir de voir les choses autrement, puis de se voir comme des actrices, comme des agentes économiques, puis des agents économiques, même quand on fait du travail qui n'est pas rémunéré, même quand on n'est pas sur le marché du travail. Donc, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je vais pouvoir les rajouter à la présentation, puis à la présentation PowerPoint, je vais pouvoir vous les mettre comme ça. Ça va faire des belles petites notes. Je vais arrêter le partage d'écran. Et ici. Parfait. Fait que dans le fond, c'est un peu ça que je voulais vous mentionner, c'est que d'adopter un regard d'économie féministe, c'est reconnaître la valeur intrinsèque du travail, hein, qui est majoritairement assignée aux femmes. Ça, je l'ai répété à plusieurs reprises. Puis c'est de ne plus percevoir le travail domestique ou de soins comme quelque chose qui apporte rien à la société, comme si ça ne servait à rien, en fait. Puis ça, pour nous amener à trouver des solutions au niveau sociétal qui vont permettre de réparer ce qui participe actuellement à l'appauvrissement des personnes en fonction de leur genre, de leur origine, de leur orientation sexuelle, etc. Quand on parle d'économie féministe, puis c'est là, c'est un peu là aussi le cœur, c'est de voir que c'est d'élargir notre vision de ce qui est économique à quelque chose qui dépasse la sphère monétaire. Donc, tantôt, je disais, c'est pas juste quand on est sur le marché qu'on fait quelque chose d'économique. On a une contribution économique bien avant d'avoir accédé au marché. Parce que actuellement, c'est comme si c'est comme si c'était seulement sur le marché qu'on pouvait dire que quelque chose a une valeur ou en a pas. Bon, ça, je l'ai dit. Puis, tu sais, un des éléments de reconnaissance, ça pourrait être, tantôt j'ai mentionné le PIB, mais ça pourrait être, par exemple, d'inclure dans le produit intérieur brut tout le travail domestique et de soins, tout le travail invisible qui est effectué. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être une solution. Voilà, c'est ça, je cherchais comme mot. Fait qu'en gros, euh, le travail invisible, c'est pas à part de l'économie. C'est pour ça que c'est important, tu sais, quand on disait tantôt, c'est très lié, l'économie féministe et le travail invisible. En fait, ce que je tente de dire, c'est que le travail invisible n'est pas quelque chose qu'on rajoute à, tu sais, il y a des gens qui travaillent, puis il y en a qui font en plus du travail invisible. Non, c'est grâce au travail invisible qu'on peut soutenir l'économie actuelle. Ça en fait partie, puis dans ce sens-là, comme je mentionnais, on est des agents et des agentes économiques. Ça, c'était un peu les grandes bases comme introductives de l'économie féministe au sens large, mais là, je vais arriver avec les concepts de la Marche mondiale des femmes et ses alliés, là, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Puis, je tiens à dire que
ces concepts-là ont beaucoup été réfléchis par les femmes en Amérique du Sud, surtout des femmes de communautés autochtones. Puis je trouve que c'est important de ramener ce point-là parce que je ne voudrais pas invisibiliser, puis je pense que je ne l'ai pas nommé, puis ça me fait penser de le dire, mais je ne voudrais pas invisibiliser toute cette création de connaissances-là qui fait partie du travail invisible aussi, de réfléchir, de mettre en concept. De rendre accessible l'information. Puis ça, on doit beaucoup au sein de la Marche mondiale des femmes aux femmes autochtones qui sont impliquées. Vous allez aussi remarquer dans la présentation, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de similarités avec ce on parle dans l'écoféminisme, hein, tous ces liens-là entre l'écologie et le féminisme. Puis, tu sais, l'idée d'une alternative d'économie féministe, je l'ai dit en introduction, mais c'est quelque chose qui est à construire. Donc, moi, j'essaie de vous partager des outils qui vont permettre de développer une analyse qui permettrait d'être critique face à des politiques sociales, à des projets de loi, à des projets industriels, par exemple. Fait que je vous arrive avec le premier concept qui est la durabilité de la vie. Fait que là, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. L'économie féministe, telle qu'elle est présentée par la Marche mondiale des femmes, dit au lieu de mettre le profit au centre de l'économie, mettons la vie, tout ce qui est vivant au centre de nos préoccupations économiques. Donc, c'est très général, mais c'est vraiment cette idée de ne plus exploiter jusqu'à épuisement de nos corps, ou épuisement des ressources naturelles, par exemple. C'est de tenir compte de la régénération du vivant. Tu sais, autant, tantôt, je parlais du travail reproductif, bien, il y a ça aussi dans tenir compte du temps de repos qui fait partie aussi du temps économique, si on veut. Là, mettons qu'on y allait très, très large. Puis ça, quand on parle de la durabilité de la vie ou durabilité du vivant, c'est pas seulement avec la nature. C'est sûr, là, je vous ai mis une image de plante, là, mais c'est bien avec tout ce qui est vivant, donc avec nos proches, mais également avec nous-mêmes qu'il faut en tenir compte. Ah non, c'est ça, j'avais une autre activité. Mon Dieu, ça va vite. Oui, c'est ça, j'ai une autre activité. Donc, ça nous amène à être critique. Parler de durabilité de la vie nous amène à être critique face au système économique actuel, mais on parle aussi, le second concept, c'est celui d'interdépendance. Donc, le fait qu'on est lié avec l'un et l'autre. Puis, ça, c'est le fun parce qu'on en parle depuis tout à l'heure avec le travail invisible, domestique et de soins, mais en fait, c'est la reconnaissance qu'on a besoin de soins tout au long de notre vie. Je vais vous arrêter tout de suite le partage d'écran. En fait, c'est la reconnaissance qu'on a besoin de soins tout au long de notre vie. Puis souvent, quand on va penser au travail invisible et tout ça, en tout cas, je m'inclus là-dedans, mais j'ai longtemps pensé à, ah oui, prendre soin des enfants ou prendre soin des personnes âgées. Mais dans les faits, on a besoin de soins toute notre vie, à plein de moments. Puis à plein de moments, puis sur une base qui est quotidienne. Puis ça, c'est pas quelque chose qui devrait être exclusif aux femmes, mais partagé par tous et toutes. Dans le fond, en gros, c'est que, aussi, j'ai oublié de le dire, mais quand on parle du travail qu'on a tous besoin, puis c'est pas seulement quand on est bébé et quand on est plus âgé, mais c'est vraiment tout le temps, mais on ne peut pas effacer le travail domestique et de soins, en fait. Tu sais. On peut pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup cette pression-là au niveau des femmes. Tu sais, quand on regarde l'histoire, les femmes ont intégré le marché du travail en masse. En fait, elles travaillaient déjà, elles ont intégré le marché de l'emploi en masse. Mais ça ne s'est pas suivi par un meilleur partage des tâches domestiques et de soins. Ça n'a pas été accompagné par ça de la part, par exemple, des conjoints. Fait que là, on devrait aussi se demander bien, à quel moment il y a eu une plus grande contribution au travail domestique et de soins. Évidemment, il y a des efforts qui sont faits, puis on voit que la sensibilisation aide, puis l'écart se diminue, mais il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Donc, j'aimerais vous envoyer la deuxième activité, si c'est possible, de la mettre dans le clavardage. Et je vais vous la présenter. Dans le fond, j'aimerais savoir qu'est-ce qui permettrait une meilleure répartition du travail domestique et de soins.
Fait qu'on réfléchit ensemble. Tantôt, je disais, j'arrive pas avec déjà un projet tout monté. Fait qu'on essaie de travailler ensemble un peu. Qu'est-ce qui permettrait une meilleure répartition du travail domestique et de soins? Et c'est de la même façon que tout à l'heure, là, dans le fond, vous écrivez vos réponses dans le lien. Puis je vais aller le chercher pour que vous puissiez toutes répondre. Je vous laisse quelques minutes. J'avais pas sur mute par accident. Ça pourrait être de réfléchir à comme que ce soit davantage soutenu par la collectivité, qu'est-ce qui vous aiderait à mieux prendre soin de vos proches et de vous-même. Allons-y très large. On dirait que les réponses n'apparaissent pas. J'ai fait une tentative aussi, puis Ça dit The presenter hasn't changed slides yet. Je ne sais pas si c'est parce que tu es encore ta première activité ou. bon. Écoute, on va y aller autrement. C'est pas vraiment plus grave, c'est vraiment étrange. C'est pas grave. Ben, dans le fond, on peut y aller si vous voulez mettre les réponses dans le clavardage, puis je vais les énumérer, puis je verrai qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Fait que j'allais plus bas. Revoir la fiscalité, oui. Éduquer les enfants, j'imagine, dans l'idée comme de favoriser un meilleur partage. Calcul des heures de loisirs, tout à fait. La grève des femmes. Yeah, ben oui, parce que c'est ça, hein, ce genre d'alternative-là est seulement possible si par la mobilisation des masses. Si le travail invisible est valorisé, ben oui, il serait plus facile d'impliquer les hommes. Fait que de valoriser le travail invisible, c'est vraiment très, très, très présent. Les avantages sociaux, congés, salarisation, effectivement, empouvoirment des femmes, diminution de la performance au travail de chaque individu. Tantôt, j'ai parlé de durabilité de la vie, puis on va revenir là-dessus, mais il y a ça aussi, hein, d'arrêter de trop presser le citron, des politiques concrètes, euh, mesures de conciliation, oui. Un plus grand investissement des gouvernements dans les services publics pour redistribuer le travail de soins d'État. Des journées de travail moins longues, c'est merveilleux. Je vais m'arrêter là, dans le fond. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a, à différents niveaux, il y a des moyens à mettre en place pour favoriser cette meilleure répartition. Fait qu'il y a des choses, oui, effectivement, tu sais, dans notre foyer, dans notre famille, qu'on peut faire au niveau de l'éducation, mais il y a des éléments qui doivent, il y a des solutions qui doivent pouvoir permettre des changements structuraux. Puis c'est là que je vois beaucoup diminution de la société de consommation. C'est là que je vois aussi beaucoup de solutions qui sont au niveau des politiques de mettre en place des règlements. Puis, comme ça aussi, malheureusement, il faut passer par ça pour changer des habitudes. Puis je voyais comme réduire le temps salarié, par exemple, des journées de travail moins longues. Mais si ça ne s'ensuit pas par un appauvrissement, par exemple, on réduit le temps salarié, mais sans avoir un impact sur le revenu à la fin, comme ça, on ne participe pas toujours c'est toujours les mêmes personnes qui vont réduire leur temps salarié pour favoriser les personnes qui ont un plus grand revenu, qui est souvent, quand c'est une famille hétérosexuelle, par exemple, ça va être souvent le conjoint qui va avoir un meilleur revenu. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, de trouver de mettre en place des règlements, une structure sociale qui va permettre justement un meilleur équilibre, puis qui va permettre ben, c'est un meilleur équilibre pour partager sans nécessairement affecter les revenus des personnes. J'ai vu aussi les politiques sociales, tu sais, les CPE ont grandement contribué aussi à permettre
aux femmes à intégrer le marché de l'emploi. Mais c'est encore, tu sais, il y a encore, on sait, là, il y a encore des bémols, des esprits critiques, mais ça fait partie de ces genres de politiques sociales qui aident justement cette répartition-là. Je ne sais pas si je l'ai vu, mais je m'étais noté de protéger aussi les proches aidantes, par exemple, protéger, tu sais, en termes de, tu sais, si une personne fait un tel emploi, comme fait de l'aide aux personnes âgées dans un emploi, par exemple, va avoir une certaine protection sociale qui n'aura pas si c'est effectué au sein de sa famille. Fait que de trouver des manières de protéger, ça pourrait être une des solutions. Puis beaucoup ressorti justement la reconnaissance. Euh, exactement. Tu sais, puis tantôt, je parlais comme que la réduction du temps salarié ne doit pas s'accompagner d'un appauvrissement. On voyait aussi, encore là, je présente certaines données, là, mais qu'actuellement, les personnes qui sont proches aidantes vont voir une perte de revenus de 16 000 En fait, c'est une estimation, là. Ça a été un calcul qui a été fait, mais en moyenne de 16 000 par année. C'est peu importe là, quel type d'emploi qu'elle occupait. Puis qu'en plus, ben, ça lui coûte environ 7 600 de s'occuper, en moyenne, de s'occuper d'une personne. Fait qu'il y a un coût, en fait, il y a une perte de revenus liée à faire du travail de proche aidante. Puis, en plus, ben, il y a un coût. Fait que ça finit par coûter cher au niveau de l'individu, alors que tout à l'heure, ce qu'on nommait, c'est qu'il y a un grand bénéfice au sein de la société économique qu'on effectue ce genre de travail-là. Puis c'est avec ce genre d'initiative-là qu'on est en train de présenter, là, que vous avez présenté dans le clavardage-là, qu'on peut se rapprocher de la perspective d'une économie féministe. Fait que merci beaucoup d'avoir contribué à l'activité. Je reviens avec je pense que j'ai une deuxième. Oh, excusez-moi, je vais juste. OK, oui. J'ai une troisième activité, mais là, je ne sais pas si. Oui, j'ai encore un petit peu de temps pour ça. J'aimerais ça on va essayer de mettre le troisième lien. Puis si ça ne fonctionne pas, écoutez, on procédera autrement. Mais le troisième lien pour la troisième activité. Puis ça, c'est la dernière, je vous jure. Par expérience, Marie-Hélène, excuse-moi, j'ai déjà utilisé Menti dans Ouais. un Zoom comme ça. C'est que si tu as encore une page active avec une question précédente, c'est cette page-là qui est comme active. Fait qu'il faut vraiment que tu t'assures que ce soit la nouvelle question qui soit ta page de référence pour qu'on y ait accès. Effectivement, je n'étais pas sur la bonne page. Fait que, mettons que je fais. Fait que là, est-ce que le lien a été mis? Ouais. En faisant le test, sinon on reprendra sur le clavardage et je m'en excuse, j'aurais pas pensé que ça faisait ça. Merci d'avoir partagé dans le clavardage. Fait que ma troisième question, c'est dans mon quotidien. Fait que là, on ramène à ça même. Qu'est-ce qui me permet d'aller bien? Ah, puis là, ça marche parce que je vois vos réponses, donc c'est merveilleux. Je vais vous présenter ça. Donc, dans mon quotidien, ce qui me permet d'aller bien, on a flexibilité de l'employeur, de bien manger, de lâcher prise, d'avoir du support moral, d'avoir des bonnes relations, le militantisme, d'avoir du temps pour soi, les liens avec les autres. Vous êtes trop bons et bonnes. D'avoir des gens que j'aime, faire du bénévolat, voir le soleil, donc être en nature. Des bonnes communications, faire du lâcher-prise, fait que performer dans un sport. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui. OK, je vous laisse répondre, c'est trop beau. Donc, il y a beaucoup d'éléments, tu sais, qui permettent d'aller bien, qui dépendent des relations avec les autres. Dans le fond, tout à l'heure, je vous parlais d'interdépendance, hein, tu sais, qu'on dépend des soins tout au long de notre vie. Donc, on dépend des liens avec les autres constamment. Puis on a besoin de ces liens-là pour répondre à nos besoins, donc pour nous permettre d'aller bien. Il y a des choses, puis mais en même temps, il y a des éléments, comme qui a été dit, on a besoin d'être seul à certains moments. Mais ça, on ne serait pas capable de profiter de moments seuls si on n'avait pas un réseau qu'on peut aller voir une fois de temps en temps. C'est pas pareil souffrir de solitude puis avoir des moments où on décide d'être dans des moments de solitude, par exemple. C'est là aussi que quand on regarde les réponses, bien, ça, qu'est-ce qui me permet d'aller bien?
ben, c'est assez universel. Tu sais, souvent, on va se reconnaître beaucoup dans ce que les autres vont avoir nommé. Puis souvent, par exemple, tu sais, d'avoir du temps avec mes amis, ben, mes amis aussi, ça leur fait du bien quand je passe du temps avec mes amis et vice-versa. Donc, toute cette notion-là d'interdépendance, en fait, elle ressort dans les réponses que vous sortez. Ça démontre l'importance du tissu social, d'avoir des espaces de socialisation entre nous, des espaces communautaires. Ça démontre aussi l'importance d'avoir des services accessibles. Je ne sais pas si c'est ressorti, mais dans un autre atelier du genre, on m'avait sorti, par exemple, d'aller à des spectacles. Puis ça, ben, c'est dur de voir, tu sais, en tout cas, peut-être qu'un jour, on va arriver à avoir des spectacles seulement avec l'intelligence artificielle, mais en attendant, on n'en est pas là. Puis en attendant, ben, moi, j'apprécie beaucoup voir la performance d'un être humain. C'est des services accessibles comme, par exemple, des soins de santé. Ça me permet d'aller bien si je me suis blessée, d'avoir des structures qui me permettent d'y aller, mais c'est aussi sans m'appauvrir, par exemple. Puis un autre élément, j'ai vu par rapport aux des activités physiques, j'ai vu soleil. J'imagine qu'il y en a, là, je vois pas lecture, nature, marche. Bon, c'est ça. C'est exactement ce que je cherchais. Tu sais, par exemple, des marches. Un autre élément qui est important pour aller bien, c'est au niveau ben, de l'environnement. Puis c'est là que ça m'amène au troisième concept. Tu sais, je vous ai parlé de durabilité de la vie, d'interdépendance, mais on parle également d'écodépendance au sein, quand on parle de l'alternative de la marche mondiale des femmes de l'économie féministe. Donc, interdépendance entre les êtres humains, mais écodépendance entre les êtres humains et la nature. Puis là, je vous arrête ça. Ah, je vous ai arrêté mon partage d'écran, mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais faire. Je voulais juste changer de... Je vais recommencer. Je vais changer de diapositive. Là, vous allez voir conclusion, c'est juste que j'ai pesé trop vite sur ma slide. Interdépendance et écodépendance. Donc, voilà. Donc, on dépend des autres humains, mais on dépend aussi de nos liens. On est lié à la nature. Puis toute cette notion de biodiversité où ce qu'on fait partie de la nature, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les aliments qu'on mange. Tantôt, on a parlé de soleil, tu sais, la lumière, tout ça. On dépend de cet environnement-là qui nous entoure. Puis, tantôt, je vous ai parlé beaucoup de l'économie actuelle fait de la séparation, tu sais, entre les emplois pour hommes, les emplois pour femmes, entre le foyer, le marché, entre ce qui est du travail productif, ce qui n'en est pas, ce qui est du travail reproductif, puis qui n'est pas productif, nanana. Mais on fait aussi beaucoup cette séparation-là avec la nature et la culture, comme si on n'était pas liés à la nature. Puis ça, c'est quelque chose qui est à changer, surtout quand on parle de la crise climatique et environnementale actuelle. On a parlé de respecter les cycles de régénération, mais ça s'applique autant pour l'être humain que pour l'environnement, quand on exploite des ressources, par exemple. Puis ça, quand on comprend ces dimensions-là, bien, ça nous amène à rentrer dans tout le débat de réorganiser notre temps. Puis c'est ressorti quand même des réponses, de réorganiser notre temps, de réorganiser, puis notre temps, mais moi, je ramène beaucoup la notion d'énergie aussi, parce que c'est pas juste le temps qu'on fait, mais aussi l'énergie qu'on investit. Puis ça nous amène donc à repenser bien, nos journées de travail, de repenser à notre manière de consommer, par exemple. Fait que c'est de ne plus voir la nature comme une source inépuisable de ressources. En fait, c'est ça aussi. Puis, je voulais vous parler un petit peu de bien commun, mais comme le temps passe vite, je ne le ferai pas. Je vais le passer vite, je m'étais mis, c'était facultatif, là, mais il y a vraiment cette vision-là aussi que les militantes des communautés autochtones nous ramènent beaucoup de ne pas voir les ressources naturelles comme une ressource. Parce qu'une ressource, c'est quelque chose qu'on peut exploiter, donc tirer profit, mais de le voir comme un bien commun. Puis ce bien commun-là, c'est quelque chose qu'on a besoin pour vivre, quelque chose qui est nécessaire. Donc, on ne peut pas privatiser. On ne peut pas privatiser l'eau, par exemple. On a besoin de l'eau pour vivre. On ne peut pas polluer l'air ambiant parce qu'on a besoin de l'air de qualité pour vivre, pour être en santé. Fait que de ramener, fait que ça nous amène, c'est ça les liens avec l'économie féministe, ça nous ramène à quand on voit des projets qui font augmenter la contamination de l'air, ben de ne pas juste penser au profit. C'est ça qu'on veut dire quand on dit penser aussi au vivant qui est en arrière, de penser à c'est quoi les impacts. Parce qu'à long terme, il y a des impacts beaucoup plus grands que le profit que l'entreprise va faire, qui n'aura pas des retombées aussi grandes sur une communauté que la santé de la communauté. Est-ce que c'est clair ce petit bout-là?
Merveilleux. Juste voir que j'ai rien oublié. Ben c'est ça, dans le fond, je vous en parle un peu. Fait que ça nous amène à pas le bien commun, je vous ai parlé des ressources, mais c'est aussi les services publics, tu sais, de voir l'éducation comme un bien commun, de voir la santé comme un bien commun, comme quelque chose d'intouchable. Rajoutons le dentiste là-dedans, par exemple, tu sais, pour une économie féministe. Parce que quand il y a des impacts sur les soins, ben, il y a des impacts sur les proches aidantes et proches aidants, tu sais. Fait qu'il y a toujours cette connexion-là qui est importante de se ramener. Euh, Fait que c'était à peu près ça les grands concepts de l'économie féministe de la Marche mondiale des femmes. Fait que, tu sais, je ramenais les objectifs. Aujourd'hui, ce que j'espérais faire avec vous, ben, c'est de renforcer ou développer une certaine analyse qui va nous amener à être critique devant des projets de loi, des politiques sociales, des projets économiques. Tu sais, je pense, par exemple, en ce moment avec Nordvolt, où ce que là, on remplace, tu sais, on brise des milieux humides, puis je ne l'ai pas mentionné, là, je viens de me rappeler, mais tantôt, on a parlé de travail invisible qui a une valeur économique, mais on pourrait aussi faire la même chose avec la nature actuellement. Les milieux humides permettent d'éviter des inondations, par exemple, de servir de zone tampon. Donc, il y a une économie à long terme de préserver ce genre d'espace-là, de garder des arbres pour préserver pour permettre d'éviter les îlots de chaleur. Ça a un gain économique également. La nature fait beaucoup actuellement, puis on ne voit pas ce qu'elle fait. On la prend pour acquis, puis on l'exploite pour en tirer profit, alors qu'elle nous rend service à plein d'égards. Puis, ben, c'est ça. Pour aller plus loin, je pourrais vous envoyer quelques petites données à ce niveau-là, mais qui est vraiment intéressant là, sur l'écodépendance, comme on dit. Je vais regarder si je m'en étais sortie. Non, je les ai pas proches. Ah, je suis désolée. Ah, ben c'est ça, oui, c'est ça. Tu sais, la nature filtre elle-même de l'eau. Tu sais, ce qui nous empêche, par exemple, de construire des usines de filtration d'eau. Ça a un effet sur la santé mentale. On parlait tout à l'heure de prendre des marches et tout ça. Fait que c'est ça, tu sais, la présentation d'aujourd'hui, c'était nous permettre d'avoir une certaine critique, de peaufiner notre analyse critique par rapport aux différents projets, de nous permettre d'évaluer aussi de voir autrement l'évaluation, de voir autrement les biens et services quand on évalue le prix. Parce que ça nous amène à voir, bien, il y a eu du travail qui a été fait en amont, puis en aval. De tenir compte, tu sais, des ressources qui ont été mobilisées, du temps de travail qui a été déployé. Fait que de pas avoir. Fait que ça nous permet d'avoir une vision qui est beaucoup plus juste du temps, puis de l'énergie, puis des ressources qui ont été mobilisées derrière un bien ou un service qu'on consomme. Penser à l'économie féministe, c'est de trouver des solutions qui sont en accord avec des préoccupations qui sont féministes. Fait que, tu sais, les principaux concepts là, qu'on a regardés, puis on a parlé de la division sexuelle et raciale du travail, parce que le travail invisible est très présent dans cette branche-là. On a parlé de travail productif et reproductif. Reproductif qui n'est pas rémunéré ou très faiblement rémunéré. On a parlé de la durabilité de la vie, d'interdépendance, d'incodépendance, un petit peu du bien commun. Puis ça, ben, on a soulevé des petites pistes de solutions aussi dans la présentation, des solutions qui favorisent la conciliation travail-famille, militance, d'améliorer les conditions de travail, par exemple. Ça, je pense qu'on ne l'a peut-être pas nommé, mais ça serait quelque chose à investiguer parce que les emplois dans les services publics, c'est souvent des emplois qui sont à prédominance féminine, mais en plus que ce sont les femmes qui utilisent surtout ces services-là, pourrait nous amener à voir, à mettre en place des évaluations d'impact environnementaux, par exemple, dans des projets, plutôt que d'éviter de le faire. Beaucoup dans ce que j'ai nommé aujourd'hui fait référence à la décroissance qu'on parle dans les milieux environnementaux, par exemple. Fait que, vraiment de réduire, de faire un meilleur partage du travail domestique, de changer notre rapport à l'autre, à la nature et tout ça. Fait que c'est pas mal le portrait qu'on a fait là, en 1 heure et quart à peu près. Fait que dans le fond, je vous redonnerai la parole si vous avez des questions. Puis j'aurais aimé ça tout voir les réponses dans le clavardage. Je vais prendre le temps de les lire plus tard, mais je vais sauvegarder le tout pour pouvoir vous les partager dans la présentation. Fait que je vous redonne la parole. Merci d'ailleurs pour votre participation. Là, je ne m'attendais pas à autant de réponses. Ça me
Ça me nourrit. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main donc dans le bouton réaction qui est, je pense, dans l'option plus là. Vous devrez avoir réaction, lever la main, comme ça on pourra vous accorder la parole. Sinon, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le clavardage. S'il y en a qui veulent poser des questions, qui n'arrivent pas à lever la main, vous pouvez juste activer votre micro et prendre la parole. Oui, Marianne. Oui, je suis désolée, je ne suis pas en mesure de pouvoir ouvrir ma caméra. Je voulais simplement mentionner que, en fait, c'est un commentaire, ce n'est pas une question, mais toute ta présentation aujourd'hui me fait beaucoup penser à, en fait, l'importance de revendiquer l'application de la DES+ dans tous les projets de loi, dans tous les lieux décisionnels qui touchent de près ou de loin là, à notre vie en société et à notre vie au travail et aussi dans la vie familiale étendue, là, donc pas juste la petite cellule familiale, mais toute notre vie personnelle. Donc, tout projet de loi, toute décision collective, que ce soit peu importe le palier gouvernemental, en fait, autant au municipal, au provincial qu'au fédéral, il faudrait que la DS+ soit vraiment partout et appliquée comme il se doit. Ouais. Merci. Donc, l'analyse différenciée selon les sexes plus. Oui, bien, c'est ça c'est ça qui était souhaité avec la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir cette vision-là qui est comme pas seulement de voir comment chez soi on peut faire, mais d'avoir une vision de comment on peut mettre en place des solutions qui sont structurelles, qui font des changements, tantôt qui étaient mentionnés, là, révolutionnaires, dans le fond. Là. Dans le clavardage, Marianne vient d'ajouter aussi une liste de ressources disponibles qu'on a ressorties pour aller plus loin. Puis aussi, si jamais vous vouliez faire un don à la CQMMF qui a besoin en fait, qui prendrait les soutiens financiers qui n'est pas reconnu, malheureusement, au niveau des bailleurs de fonds encore. Donc, on accepte la conférence était gratuite, mais si jamais il y avait la possibilité de faire un don, on vous en serait reconnaissante. Élisabeth. Oui, ben, effectivement, je pense que l'économie féministe a un gros potentiel révolutionnaire, mais j'aimerais savoir si vous avez abordé à la marche la question de la grève féministe, puis quelle signification vous mettez à une grève féministe? Oui. Directement, non, malheureusement, mais ben, oui et non, là, mais elle a pas été comme réfléchie et discutée comme tout ensemble, mais ce qui ressort, c'est que ce type d'alternative-là va être possible seulement par les luttes, en fait, justement. Puis après ça, on n'a pas défini quel type de lutte, mais c'est par les luttes qu'on va être en mesure de faire ce genre de changement-là parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit les personnes actuellement au pouvoir qui vont se dire, ben mettons en place ce genre de moyens-là. Par contre, tantôt, je nommais que 2025 s'en vient, donc la prochaine grand événement Marche mondiale des femmes. Moi, je trouverais ça le fun dans Motadine qu'on aurait organisé ce genre d'action, une grève féministe. Il y en a eu une à l'automne au Pays Basque qui ont organisé une grève féministe d'une journée, mais il y a quelque chose d'inspirant aussi peut-être à reproduire à ce niveau-là. Mais est-ce que tu peux dire qu'est-ce que ça implique une grève féministe? Là? Parce que grève, on pense tout le temps à grève du travail salarié et tout. Ouais. Mais là, est-ce que c'est une grève de tout le travail invisible? Qu'est-ce que ça implique et tout? Ben, ça serait ça. J'avoue que là, comme quand j'ai dit que dans les Pays-Bas, ce qu'ils l'ont fait, je me demande si ça incluait, mais je suis pas mal certaine que ça incluait le travail domestique, mais on dirait que mon côté qui doute de tout le temps se questionne, mais de la manière que sinon qu'on comprend quand on parle d'une grève féministe, une grève du travail, ça n'a pas le choix d'inclure le travail invisible, le travail domestique et de soins, parce que, comme je disais tantôt, le travail, c'est beaucoup plus large que juste
juste l'emploi salarié. Mais ouais. Ce serait un beau projet, en tout cas. Je trouve qu'il y aurait quelque chose à mobiliser, là, ouais. Merci. Oui. Oui, c'est une question un peu large, là. Il y a pas tellement longtemps, ils ont sorti les statistiques là, de l'indice du bonheur, là. Puis là, on a encore les Danois, les Norvégiens qui sortent très, très haut. Je me demande s'il y en a qui ont fait des analyses, tu seras au courant de ça, à savoir ces pays qui arrivent haut dans l'indice du bonheur, est-ce qu'ils mettent en application une certaine politique d'économie féministe? Est-ce qu'on pourrait faire une corrélation entre les investissements de l'État dans certains secteurs plutôt que dans d'autres ou dans certaines politiques qui seraient plus féministes que d'autres? Parce que moi, je m'intéresse à savoir quelles actions peuvent être mises de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut transformer dans nos structures de financement, entre autres, là, pour arriver à une économie qui soit plus féministe? Mhm. Je suis vraiment pas une experte de la question, mais c'est ça, je pense que c'est la Finlande cette année qui a eu le poste, Ça se le peut. poste, le trophée d'indice du bonheur. Puis c'est un pays où ce que les politiques sociales sont beaucoup plus d'investissements qu'ici, tu sais, qui sont beaucoup plus présentes en termes d'éducation est gratuite, par exemple, tu sais, puis des très bons soins de santé. Donc, il y a quelque chose, il y a clairement quelque chose à voir comme lien, puis à s'inspirer également. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ou quelqu'un qui aurait, qui s'y connaîtrait là, en politique sociale de pays nordiques, là, qui pourrait approfondir. Josiane Grégoire, je voudrais rajouter, bonjour, je Bonjour. voudrais rajouter que les pays nordiques sont beaucoup plus taxés que nous le sommes déjà. C'est ce qui aide beaucoup leur tissu social. L'accent est vraiment mis sur la famille, sur la qualité de vie, mais pour cette qualité de vie-là, il faut payer. Et les gens là-bas sont habitués à payer. Les services sont la majorité du temps gratuits, mais les impôts sont en regard. Fait que c'est pas tout à fait la même politique que celle que l'on a actuellement en Amérique du Nord. Merci. C'était mon commentaire. Parfait. Donc, JF Desmarais? Oui, OK, c'est Jean-François. Jean-François. Je sais pas sûr. C'est ça, vous parlez que ça se passe beaucoup avec les femmes autochtones dans le Sud. On s'entend qu'ils ont une vision très différente de nous pour la vie, là. Nous, le contexte nord-américain, comme Mme Grégoire vient de dire, nous, on veut avoir 2 gros VUS. On a des vœux électriques. On veut aller prendre l'avion à tous les ans, aller dans le Sud. On veut continuer un mode de vie qui est assez destructeur pour la planète, mais on ne veut surtout pas s'empêcher de vivre, là. C'est ça qu'on appelle au Québec, là, s'empêcher de vivre. Mais ça fait partie des combats, parce que comment qu'on amène ça versus Québécois, versus les pays du Sud, même les pays nordiques qui font un peu la même chose. Les outils, bon, les voitures sont moins grosses, heureusement, parce que les routes sont plus petites. Ça l'aide. Mais est-ce qu'il y a possibilité, justement, de voir comment ça pourrait être ramené en version québécoise? Oui, oui, c'est excellent. Puis c'est ça, tu sais, comme je disais tantôt, c'est sûr qu'en moins d'une heure et quart, j'avais pas le temps d'approfondir énormément, d'apporter les concepts larges. Mais tu sais, il y a là toute la notion de décroissance qui était, tu sais, qui est pas, par exemple, quand je regardais le contenu justement qui provient des militantes en Amérique du Sud, elles ne vont pas nécessairement nommer décroissance, mais au Québec, nous, ça résonne de parler de décroissance, justement. Fait que je trouve que là, il y a des beaux liens à faire quand on parle de durabilité du vivant, puis de prendre davantage le temps. Je trouve que c'est là que ça résonne. Puis je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose, je suis d'accord, il y a quelque chose à réfléchir sur à quel point là, on prive notre vie. Là, je l'entends souvent, là, je ne vais pas m'empêcher de vivre. C'est ça, hey, mon Dieu, à quel point qu'on est loin là, d'être sur le bord de la mort, là, de ne pas aller dans le sud et tout ça.
Fait que oui, il y a quelque chose à s'approprier au Québec, puis c'est une démarche qu'on veut faire justement, tu sais, d'ici, par exemple, d'ici 2025, au niveau de la CQMF, on veut continuer de s'approprier cette vision-là pour être capable de vraiment la camper au Québec puis de la transformer en espèce de revendication, ou du moins d'argumentaire il faut aller vers ça parce que, tu sais. Puis on aime cette approche-là parce qu'elle nous permet de répondre à la fois à des enjeux qui sont sociaux, des enjeux d'inégalité, mais également des enjeux qui sont environnementaux. Puis c'est un bel axe. C'est un bel axe justement à prendre parce que ces liens-là, on a parlé des causes. Les causes sont communes, mais les effets ne sont pas les mêmes. Puis la société de surconsommation dans laquelle on est ne fit pas avec la perspective d'une économie féministe qui veut placer le vivant au centre de ses priorités et non le profit. Fait que c'est là que, justement, toute la notion de décroissance devient intéressante. Puis de se ramener, au final, quand tantôt on posait la question de dans mon quotidien, qu'est-ce qui me permet d'aller bien, tu sais? C'est pas ressorti là, de conduire. C'est sûr que là, on est dans un public convaincu, mais c'est pas ressorti que j'ai besoin pour aller bien de sortir ma moto à tous les jours. C'est correct que ça fasse du bien, mais pour aller bien, pour le quotidien, dans nos besoins, ce qui ressort beaucoup, c'est nos relations avec les proches, c'est le moment dans la nature. Fait qu'il y a quelque chose comme à se réapproprier à ce niveau-là, puis à redonner de la visibilité, de l'importance, en fait, à ces choses-là. Ouais. Ah, il y a dans le clavardage, comme disait Greta, stop to shop. Ça rime bien, j'aime ça. Nadine. Oui, bonjour tout le monde. Merci vraiment pour cette pertinente présentation. Alors, ma question, c'est surtout comment vous articulez cette analyse par rapport à l'approche de l'intersectionnalité. Oui, mais en fait, c'est ça, comme je disais, j'aurais aimé ça approfondir davantage. J'ai un peu effleuré le point sans nommer intersectionnalité quand j'ai parlé de l'imbrication des systèmes d'oppression en tout début, qui jette les bases, en fait, de, de ce qu'on cible comme cause et donc ce à quoi qu'on veut remédier. Fait que quand on regarde l'imbrication du système capitaliste, colonialiste, patriarcal, c'est là qu'on entre dans la vision de l'intersectionnalité qui est d'agir sur les rapports sociaux. On n'est pas, on est vraiment dans cette réflexion-là en termes de groupe social, si on veut. Puis, la perspective d'économie féministe se fait justement en tenant compte d'une vision sexuelle du travail, mais qui n'est pas seulement sexuelle, comme j'ai mentionné. Donc, de tenir compte de tous les rapports sociaux qui peuvent limiter, qui peuvent appauvrir, qui peuvent augmenter les risques de violence, par exemple, aux personnes. Est-ce que ça répond quand même bien à la question? Sinon, j'ai peut-être juste précisé ce qui était attendu. Non, merci, c'est bon. Et Ah, c'est parfait. vers ça que moi, j'étais en train de cogiter, de réfléchir. Merci. Merci, merci. Je vois qu'il est déjà 13h30. Je ne sais pas au niveau des organisatrices s'il y avait encore quelques minutes d'allouer ou s'il y avait un petit mot de la fin prévu. Oui, on n'a pas vraiment prévu de mot de la fin. On a dit, dans le fond, Alice Courteau, la présidente, fait le tour des grands points qu'on avait à vous communiquer. Un gros merci à Marie-Hélène pour la super belle présentation et à la CQMF de façon générale. Donc, on vous encourage à allez consulter les liens qu'on vous a envoyés dans le chat. On vous encourage vivement à faire un don à la CQMMF qui nous a offert cette conférence-là à un prix très, très gentil, un prix d'amis, donc pour qu'on puisse vous l'offrir gratuitement. Donc, n'hésitez pas, là, soyez généreux, généreuses dans vos dons. Et puis, on va vous envoyer
un courriel avec un sondage d'appréciation. On va vous envoyer aussi la présentation PowerPoint de Marie-Hélène et on pourra vous envoyer le lien vers l'enregistrement pour que vous puissiez le partager à tous vos proches. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci encore, Marie-Hélène. Puis, bonne journée du travail invisible. Merci. Merci, bonne journée. Merci également pour Merci. votre écoute et votre participation. Sans vous, ce ne serait pas aussi profond et loin comme réflexion. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bonne fin de journée et bonne fin de journée de travail invisible. Merci.